Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous pour cette nouvelle réunion, mais qui est toute une poursuite de ce que vous avez déjà pu entendre, mais une nouvelle étape, et pas les moindres, parce que la marche est haute. Vous avez pu suivre, je l'espère, plusieurs webinaires sur les achats responsables, sur les politiques RSE qui se développent aujourd'hui, et dans tous les établissements, et chez les fournisseurs et les établissements de santé. Et là, on va vous présenter la marche supérieure, qui est la démarche de société à mission, donc avec notre ami Olivier Thomas de Priono CRS, qui évolue. Et il a encore une autre chose qu'il m'a dit ce matin, qui m'a confié au-dessus des sociétés à mission, mais je garderai, ce n'est pas un secret, mais en tout cas la surprise, puisqu'il y a encore des marches à gravir à ce niveau-là. Donc, dans la politique RSE, on a vu quand même pas mal de chapitres, dont les achats responsables. Ce matin, je suis, comme vous les premiers à le savoir, la CAP a signé la charte de relations fournisseurs et achats responsables au niveau national. Donc, on a fait ça ce matin pour marquer et graver notre démarche, qui va avoir forcément des répercussions en interne, mais également avec les relations que l'on peut avoir entre nos fournisseurs et nos établissements à ce niveau-là. Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction. L'objectif réellement, c'est de retrouver des relations équilibrées et pérennes entre les clients, les fournisseurs, la façon dont les entreprises impactent l'environnement et surtout le message qu'elles peuvent envoyer autour d'elles pour se faire connaître, et également, et c'est là où on a tout intérêt, où les entreprises ont intérêt à bien travailler sur la mission, parce que c'est simple de dire qu'un établissement hospitalier, sa mission, c'est de faire du soin. Ça, c'est la première partie assez simple. Tout le monde peut le dire. Vous verrez que la mission, c'est bien plus que ça. Et déterminer la mission de son entreprise, c'est déterminer avant tout les valeurs de l'entreprise, les valeurs qu'elle porte avec ses salariés, pour passer le message au niveau de ses fournisseurs, de ses clients, de ses relations, en fonction de tout son environnement, je dirais, au sens large. Donc, je vais laisser la parole à Olivier Thomas, que tout le monde connaît. Désolé, je ne pourrai pas rester avec vous, mais je suivrai à distance votre travail. Passez un bon moment et à très bientôt. Merci beaucoup, Christophe Sadoine, Isabelle Hamin. Merci d'avoir organisé cette réunion. La suite du parcours RSE de la CAP. Aujourd'hui, c'est une étape. Tu viens de nous le dire. Les sociétés à mission, c'est tout frais. Ça date de la loi Pacte, qui a maintenant 2 ans. Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous expliquer ce qu'est cette société à mission et pourquoi ça va être très impactant pour le monde de la santé. Alors, je ne vais pas vous faire de la réglementation parce que ça serait trop lourd, mais juste savoir que c'est la loi qui date maintenant du 22 mai 2019 qui introduit la qualité de société à mission. C'est-à-dire qu'une entreprise permet maintenant d'affirmer publiquement sa raison d'être, ses objectifs sociaux, environnementaux, sociétaux, qu'elle se donne comme mission de suivre dans le cadre de son activité. Pourquoi ça me paraît très, très structurant pour les années à venir? Parce qu'on est dans un contexte un peu spécifique dans le monde de la santé, et je vais comparer cette loi Pacte, je vais la comparer par rapport à la loi 1901 pour les associations. Je peux vous affirmer aujourd'hui, même s'il est très tôt, que cette loi sur les sociétés à mission sera aussi structurante dans les décennies qui arrivent que la loi de 1901. En d'autres termes, c'est comme si on était en 1902. Je ne suis pas sûr qu'en 1902, les associations aient pu crier à la victoire sur la création de ces statuts. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça va vraiment changer beaucoup de choses dans le monde économique et dans le monde de l'entreprise. Dans le contexte du monde de la santé, c'est d'autant plus spécifique que pour avoir géré des cliniques pendant une vingtaine d'années, il y a quelques années, quand on me présentait dans des réunions, on me présentait comme le patron du lucratif. C'est comme ça qu'on m'a annoncé dans certaines réunions, et je trouvais ça à l'époque, il y a 20 ans déjà, presque insultant, parce que je ne pense pas que le but d'une organisation en santé, quelle qu'elle soit, je ne pense pas que le but soit la lucrativité. La lucrativité, c'est un moyen d'atteindre une mission, de mettre en œuvre une mission. Donc, le contexte du monde de la santé, avec les établissements publics, privés, PSPH, sanitaires, médico-sociaux, sociaux, c'est un contexte extrêmement complexe et justement, il me semble que le statut de société à mission s'adapte
parfaitement bien à ce secteur qui a besoin de retrouver du sens. Première étape d'une société à mission, la toute première, qui peut paraître très simple, mais elle ne l'est pas. Pour avoir fait moi-même cet exercice au sein de ma structure, eh bien, c'est la définition de la raison d'être. Quelle est la raison d'être d'une centrale d'achat et de référencement comme la CAP? Quelle est la raison d'être d'un CH, d'un CHU, d'un EHPAD, d'une maternité, d'un service, d'un cabinet médical, d'une société d'informatique en santé? Eh bien, la raison d'être, c'est la première étape. C'est-à-dire que ce qui est assez passionnant, c'est de participer par de la gouvernance partagée avec ses collaborateurs à la définition précise de la raison d'être. C'est un exercice qu'il faut faire en équipe, qui prend quelques mois, l'objectif étant que tout le monde soit d'accord sur cette raison d'être. En clair, dans une société, quel que soit le type de société de laquelle on parle, eh bien, il faut faire en sorte que cette raison d'être soit partagée, qu'elle intègre les valeurs et les missions d'une structure, et j'ai envie de dire à l'unanimité. Donc, c'est un exercice qui peut prendre quelques semaines, mais au final, ça veut dire que quand quelqu'un postule chez vous, il va postuler chez vous parce qu'il sait quelle est la raison d'être de sa structure. Donc ça, c'est la première étape. Il existe des méthodes, différentes méthodes pour définir cette raison d'être, entre guillemets, à l'unanimité. Deuxième étape, une fois qu'on a défini cette raison d'être, eh bien, c'est de fixer des objectifs et des indicateurs. Objectifs qui peuvent être contrôlés par un organisme, et j'y reviendrai. Indicateurs qui peuvent être contrôlés. Donc, il faut que ce soit extrêmement précis et non pas des allégations. La société à mission, pour moi, c'est ce qui va permettre demain de sortir de ce concept que vous connaissez bien, qui est le greenwashing, qui est un concept qui fait que certaines sociétés font des allégations qui peuvent être erronées, trompeuses, voire mensongères, et qui sont contrôlées par personne. Et bien demain, justement, lorsque vous aurez défini votre raison d'être et les objectifs et indicateurs qui y sont associés, et bien cela permettra très précisément de contrôler en interne ou en externe que ce que la société raconte est vrai. Et là, je me suis permis de vous mettre un exemple d'une société pour laquelle j'ai eu l'accord, bien évidemment. C'est la société Vlad qui fabrique des batteries de respirateurs notamment. Cette société s'est engagée depuis maintenant 2 ans dans une stratégie RSE avec des indicateurs extrêmement précis. Et là, je vous ai mis leur scoring à l'écran très précisément. Donc ça, c'est le scoring THQSE qu'on vous a déjà présenté. La CAP a également suivi ce scoring et ce label. Et là, on voit très précisément à l'échelle d'un industriel, eh bien qu'en étape numéro 1, eh bien, il y avait quelques points faibles. On appelle point faible tout ce qui est axe d'amélioration en dessous de 70%. Eh bien, on voit bien qu'en l'espace quasiment d'1 an, eh bien, ils ont réussi à avancer de manière très précise sur à peu près 18 chapitres qui composent la RSE. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'allégation, de l'histoire ou du marketing. On est sur quelque chose qui est extrêmement précis avec des objectifs et des indicateurs sur chacun des chapitres de la RSE. Alors, je ne veux pas vous inquiéter non plus, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Une société à mission n'a pas l'obligation de se mettre une quinzaine d'objectifs et d'indicateurs. Soyons très clairs. Là, je vous montre vraiment le Graal de ce qui a pu être fait par un industriel en France en santé aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut retenir dans l'ordre, c'est qu'il faut définir sa raison d'être, définir des objectifs, définir des indicateurs qui soient mesurables, quantifiables par un tiers. Une fois qu'on a fait tout ça, l'étape d'après, eh bien, c'est la modification statutaire. Ce qui veut dire qu'on doit mettre dans ces statuts, si on veut être reconnu comme société à mission, cette raison d'être, précisément. Et on doit mettre aussi dans les statuts les objectifs et les indicateurs que nous nous sommes assignés. C'est tout. À la limite, on a fini la réunion. J'exagère à peine en vous disant que c'est ce qu'il faut retenir, raison d'être, indicateur, objectif et modification statutaire, eh bien, vous avez lancé la dynamique. Alors, je fais un peu court en vous disant que c'est tout, mais c'est le plus important. Autre étape, c'est la définition, la nomination d'un comité de mission. Le comité de mission pour une société de moins de 50 personnes, ça peut être une personne. Au-delà, c'est un véritable comité avec plusieurs personnes. Dans la loi, il est dit que l'employeur pouvait désigner le comité de mission. En ce qui concerne ma structure, j'ai préféré faire en sorte que ce ne soit pas l'employeur qui désigne, parce que je trouve que c'est un peu facile, mais de faire en sorte que ce soit les collaborateurs qui désignent eux-mêmes celui qui, dans l'entreprise, sera celui qui va voir si ce qu'on a affiché dans nos statuts est une réalité du quotidien ou pas. On peut même aller plus loin
Ce que je vais vous dire n'est pas dans la loi, c'est juste une expérience personnelle, c'est qu'on a mis en place un contrat d'intéressement dès lors qu'on arrive à générer des résultats, ce qui n'était pas le cas pendant ces 2 années de Covid, mais on a réussi à se mettre d'accord au sein de l'entreprise pour que les objectifs de la société à mission et les indicateurs soient les objectifs de l'intéressement des collaborateurs. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste le sujet de l'employeur, du gérant ou du chef d'entreprise ou du PDG, pas du tout. C'est l'histoire de toute une équipe. Si on s'assigne des objectifs de société à mission, eh bien, tout le monde, après, est en capacité dans la notion de partage de la valeur. On génère des résultats, et bien un tiers de ces résultats sont distribués aux collaborateurs en utilisant les mêmes objectifs. Donc, le comité à mission est l'étape interne qui permet de suivre, de vérifier si, au sein de l'entreprise, les objectifs qu'on s'est assignés sont bien mis en œuvre. Ensuite, au niveau national, ce qu'il faut savoir, c'est dès lors que l'on est inscrit comme société à mission, je vous parlais des contrôles après, et bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'il existe, il s'est structuré un réseau, il s'est structuré une communauté des entreprises à mission, donc on en fait partie. On est 225 au niveau national, uniquement en 2 ans. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, on soit 500. Eh bien, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que cette communauté des entreprises à mission, eh bien, ça crée du réseau, ça mutualise les bonnes pratiques, ça permet d'échanger entre pairs. Je suis demain soir à l'Assemblée générale de cette communauté. Eh bien, si demain vous rentrez dans cette dynamique des sociétés à mission, eh bien, vous ferez également partie de cette communauté de gens qui imaginent la gouvernance peut-être un peu différemment. Je crois que la crise du Covid nous a fait prendre conscience que la gouvernance d'hier ne peut pas être la gouvernance de demain. On a découvert le télétravail, on a découvert les avantages du télétravail, parce qu'il y en a beaucoup. On a découvert des avantages aussi de fixer des critères très précis sur la raison d'être pour avoir des objectifs partagés avec tout le monde. Et l'avantage d'une communauté comme celle-là, eh bien, c'est de pouvoir partager toutes ces actions. Là, avec Christophe Sadoine, on arrive du ministère ce matin pour avoir signé cette convention des relations achats responsables. Eh bien, c'est une clé parce que l'achat, là, on est au sein d'une centrale de référencement et d'achat, eh bien, c'est une clé, vous le savez, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, 55% des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé proviennent des achats, alors que 9% uniquement proviennent de l'énergie directe que nous consommons. Si on veut changer le monde de la santé, il va falloir décarboner, dépolluer nos achats et travailler spécifiquement là-dessus. Donc, vous voyez que rentrer dans cette transformation de l'entreprise pour transformer la société et d'être dans une communauté pour le faire, eh bien, ça a particulièrement du sens. Alors, une fois qu'on a fait du déclaratif, là, tout ça, on peut dire que tout ça, c'est bien joli, on s'est auto-déclaré. Nous, on s'est auto-déclaré, d'autres aussi en France sont auto-déclarés. Mais derrière, il va falloir passer dans les 2 ans qui viennent à la contractualisation avec ce qu'on appelle un organisme tiers indépendant, un OTI, qui vient vérifier chez vous si les objectifs fixés ont du sens par rapport à la raison d'être, premier élément, et deuxième élément, si les objectifs et les indicateurs que vous avez fixés sont atteints. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez contractualisé avec un OTI qui est venu vérifier chez vous si ce que vous racontez est vrai, eh bien, vous serez là officiellement société à mission. Pour l'instant, en France, les sociétés à mission, comme la nôtre Primum, c'est du déclaratif, on a été contrôlé par personne, il faut le dire. Ce qui veut dire que là, d'ici fin d'année 2021, les organismes tiers indépendants sont en cours d'accréditation, c'est tout frais, puisque la norme que je vous ai mis là au tableau, eh bien, on nous a appris uniquement en septembre qu'on pouvait l'utiliser pour devenir OTI, donc c'est tout frais, il y a quasiment que très peu d'OTI dans le pays en France pour l'instant, et donc les sociétés à mission qui ont été contrôlées, à ma connaissance, il n'y en a pas. Il y en a peut-être, mais sur les 200, il n'y en a pas plus de 10%. Ce qui veut dire que dans le semestre qui vient, nous aurons enfin des organismes tiers indépendants qui auront pu venir vérifier sur le terrain si les sociétés à mission ont bien respecté leurs objectifs. En ce qui nous concerne, on va être audité en décembre, donc il me tarde d'avoir ce contrôle et cette validation de l'extérieur ou pas, et de ce fait de nous assigner des objectifs nouveaux et complémentaires pour que ce que nous racontions ne soit pas une belle histoire, mais soit véritablement un signe de changement profond de la société par cet engagement. Donc, l'étape de l'OTI sera une étape importante. Alors, tout à l'heure, Christophe Sadoine a laissé planer un peu de suspense sur « et la suite ». Eh bien, la suite, je vais vous la raconter parce qu'on est en train de l'inventer. Et c'est une très belle histoire. J'espère que je pourrai vous en reparler dans quelques années. Mais on est en train d'inventer ça au niveau de l'Hérault, c'est-à-dire la région où j'habite, avec plusieurs sociétés à mission. Et le maire de Montpellier, on est parti sur une dynamique de création de territoire à mission.
C'est absolument passionnant parce que lorsqu'on est plusieurs à se lancer dans une raison d'être, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des raisons d'être qui peuvent être proches. Sur la région de Montpellier, la raison d'être de plusieurs sociétés à mission tourne autour globalement des sujets de santé environnementale, c'est-à-dire de protection de la santé des salariés, des travailleurs liés à la qualité de l'air intérieur qu'on a déjà évoqué ici, ou tourne autour de la réduction du plastique à usage unique pour réduire les quantités de microbilles de plastique. Maintenant, vous savez qu'on en a dans le placenta des mamans, on en a même dans l'eau de pluie, puisque ça a été mesuré cet été, nous avons des microbilles de plastique partout. Donc, l'objectif pour des acheteurs que nous sommes, ou pour une centrale d'achat, c'est de réduire partout le plastique à usage unique. Ce peut être l'objet d'un territoire à mission. Et ce qui est passionnant dans cette aventure, c'est que les PME et TPE, il y en a autour de la table, il y a des grands groupes aussi aujourd'hui autour de la table, TPE, PME ne peuvent pas se lancer tout seuls dans cette aventure. C'est très compliqué, c'est coûteux, on ne sait pas par où prendre. En revanche, quand tout d'un coup, à l'échelle d'une région, on va être entre 50 et 100 à rentrer dans cette dynamique, eh bien, on va définir une raison d'être commune. Donc, je ne la connais pas aujourd'hui, je ne peux pas vous la dévoiler. Je peux vous montrer juste le projet de cette charte de territoire à mission, où entre 50 et 100 organisations à l'échelle d'une région vont rentrer dans cette dynamique de choisir un thème et de travailler toute l'année 2022 sur un thème. Donc, on va voir quel va être ce thème. On a évoqué avec certains l'optimisation de la qualité de l'air intérieur, parce que c'est un sujet facile avec des résultats très rapides. Je vous rappelle, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que demain, si je ne me trompe pas, demain on est bien le 14, oui. Demain, c'est la journée nationale de la qualité de l'air intérieur. Je vous engage tous à suivre les informations sur ce sujet-là, parce qu'au passage, je vous le redis, la mauvaise qualité de l'air intérieur dans notre pays, la France, dans les bâtiments recevant du public, c'est simple, c'est 19 milliards d'euros de dépenses pour l'assurance maladie chaque année. Alors qu'en appliquant une dizaine d'éco-gestes dans nos entreprises, organisations, collectivités, EHPAD, cliniques, hôpitaux, on peut améliorer cette qualité de l'air intérieur parce que nous le trouvons tous les jours dans les établissements qu'on accompagne. Quand on a de mauvais résultats, si on met en place 10 éco-gestes, eh bien on revient 6 mois après, les résultats sont bons et l'air de l'intérieur est aussi sain que de l'air qui peut être extérieur, puisque, je vous le rappelle aussi, l'air intérieur en France est 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, vous voyez que si on part sur un projet à l'échelle d'un territoire de dire entre 50 et 100 organisations se lancent dans l'optimisation de la qualité de l'air intérieur, ça veut dire que les formations, les sensibilisations, au lieu qu'elles aient un coût par entreprise ou par TPE, eh bien, on divisera les coûts par 10, par 100, par 500 pour arriver à mettre cela en place. On va même faire des mesures de qualité d'air intérieur dans une cinquantaine d'organisations pour montrer que entre le début de l'année et la fin de l'année, on a réussi à diviser par 5, par 10 le nombre de composés organiques volatiles dans l'air intérieur. Donc, le Graal, quand nous serons plusieurs à être société à mission, eh bien, ce sera certainement de participer à l'échelle de son territoire à l'animation d'un territoire à mission. Donc, moi, je m'amuse, entre guillemets, à faire ça sur mon territoire. Je dis bien je m'amuse parce que je trouve ça passionnant que d'essaimer d'embarquer les autres. Mais ce qui est encore plus fort, et je vais vous raconter cette anecdote, c'est que la société Vlad, dont je parlais tout à l'heure, qui est donc en cours de se transformer en société à mission, qui est labellisée THQSE, eh bien, m'a proposé récemment de rencontrer le président de la région de Tours et la BPI locale pour lancer la dynamique du territoire à mission sur Tours, qui sera pilotée, animée par un des acteurs qui a démarré cette stratégie. Donc, vous voyez que si vous rentrez dans cette aventure de laquelle on parle là aujourd'hui, de définition de la raison d'être, de fixation d'objectifs et d'indicateurs, de contrôle par un organisme tiers indépendant, et bien demain, vous vivrez une autre aventure qui est l'essaimage de ces bonnes pratiques, et je trouve ça très, très engageant. Alors, avant de passer dans un jeu de questions-réponses, quelques références de sociétés à mission toutes récentes. Alors, il y en a 215 à l'heure où je vous parle, enregistrées en France aujourd'hui. Mais je vais vous citer quelques-unes qui peuvent avoir une relation de près ou de loin avec nous, établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux. La CAMIF et la MAIF et la Massif aussi sont historiquement les premiers engagés sur ce sujet. La CAMIF a annoncé la semaine dernière, je trouve ça très très fort à titre personnel, là c'est ce que je vais vous dire est plus personnel que professionnel. Ils ont annoncé que leurs achats allaient être exclusivement centrés sur les achats de produits et de matières provenant d'Europe. Donc je trouve ça génial parce que si dans les années à venir on veut décarboner l'économie, si on veut dépolluer, si on veut lutter contre la déforestation importée, c'est-à-dire dans nos achats, tout ce qui génère la destruction de 15 millions d'hectares de forêt par an, si on veut faire ça tous, ben on n'a pas de baguette magique, il va falloir mettre des critères de choix dans nos achats sur ces sujets-là. Eh bien,
une structure comme la CAMIF qui s'engage à arrêter les produits importés qui viennent la plupart du temps d'Asie et qui se lance dans décarbonation, dépollution et déforestation importée, c'est une clé véritablement pour la biodiversité et la santé humaine demain, parce que tout ce que ces impacts génèrent, c'est des impacts sur la biodiversité, mais aussi sur la santé humaine. Vivalto est un des premiers groupes de cliniques privées françaises à être reconnu, engagé comme société à mission. Cèdre aussi, qui est une centrale d'achat, avec, qui est l'ex-groupe d'Octégestion, qui a défini sa raison d'être. Colisée, Alaction, qui est un système informatique de prise de rendez-vous en ligne. Et ça, je me suis amusé à le mettre, Primum, puisque nous, on a été les premiers, puisqu'on a fait partie des 100 premières sociétés à mission. Et puisque je sais qu'on va me poser la question, d'accord, mais c'est quoi votre raison d'être? Alors, vous allez voir, ça peut paraître simple, anodin, mais on a mis 6 mois à sortir cette phrase. Au départ, on était parti, c'est ce que j'avais en tête, sur agir pour la santé des générations futures. Et avec ce travail collaboratif de toute l'équipe, eh bien, on est parti sur quelque chose qui est ça, c'est-à-dire promouvoir un développement pérenne préservant l'environnement et la santé de chacun pour nous-mêmes, mais aussi auprès des 700 sociétés que l'on accompagne à l'échelle du territoire. Donc, c'est la mission qu'on s'est assignée et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Et je peux vous assurer qu'une fois qu'on a décidé de faire ça, c'est totalement passionnant, c'est dévorant et c'est partagé en équipe. Quand quelqu'un postule chez nous, eh bien, les gens savent qu'on est inscrit dans cette raison d'être. Voilà pour une présentation au pas de course dans le temps qui m'était imparti. Maintenant, l'idée, ce qui serait super, moi j'ai la liste des participants sous les yeux. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez interagir, parce qu'on va parler à mon ordinateur tous les jours en visio. Ma santé mentale est vraiment en péril ces derniers temps. Donc, si on pouvait interagir, poser des questions, affirmer des choses, si vous voulez nous parler de vos passions, de vos raisons d'être, vos indicateurs, vos objectifs, c'est le moment de le faire. Alors, je crois qu'il y a des questions dans le chat, mais je ne vois pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il est déjà d'accord que la raison d'être Alors, la raison d'être, très clairement, c'est ce que vous voulez. Ce n'est pas forcément la RSE. C'est moi qui fais un lien entre la RSE et la raison d'être parce que je pense que c'est indissociable dans la décennie dans laquelle on rentre. Parce que la décennie dans laquelle on rentre, on le sait. On le sait. On a 10 ans là pour changer les choses. Moi, je le rappelle souvent, mais quand ma grand-mère est née, il y avait 1 milliard d'êtres vivants sur la planète. Quand moi, je suis né, il y en avait 3. Et là, ce matin, on est 7,7. C'est-à-dire qu'en l'espace de 50 ans, la population humaine mondiale a été multipliée par 2 et par 7 en un siècle. Donc, si on veut arriver à réduire nos impacts, il faut absolument que ces critères de la responsabilité sociale et sociétale et de santé environnementale s'insèrent dans les entreprises. Ça, c'est ma vision des choses. Mais la raison d'être d'une organisation n'est pas forcément en lien avec la RSE. La raison d'être, c'est celle que vous aurez définie, qui définira ce que vous êtes, ce que vous faites et quelles sont vos valeurs. Pour moi, le guide, c'est l'ISO 26000 parce que derrière les mots de responsabilité sociale et sociétale, je pense qu'on a derrière ces différents chapitres, derrière les objectifs de développement durable de l'ONU, je pense qu'on a la checklist de ce que nous, citoyens, chefs d'entreprise, patrons de collectivités ou politiques, avons comme feuille de route pour 2030. Mais ça n'est pas indissociable. Donc, je vous en prie maintenant, je vous en supplie, prenez la parole et interagissez avec nous, parce que bon, j'ai la chance d'avoir Isabelle Ablin à mes côtés, mais enfin, je parle tout seul à mon ordi. C'est quand même pas terrible. Et si vous prenez la parole, bien sûr, ouvrez le micro. J'ai une question pour Olivier, parce que c'est vrai que Cap se pose la question, sur, on va dire, votre impulsion aussi. Quel est le temps qu'il faut pour toute cette démarche? Et puis les ressources aussi, parce que voilà, vous parlez des 3 piliers principaux pour mettre en place les sociétés à mission. Quel est l'investissement en temps et en ressources d'une société pour mettre ça en place? Alors, temps et ressources, ça va dépendre un peu de la taille de l'établissement. Il est évident qu'une PME de 5 personnes ou de 20 comme nous et un CHU, parce que vous avez des CHU aujourd'hui qui réfléchissent de 16 000 salariés, il est évident que si on veut faire des groupes de travail, de la gouvernance partagée sur la définition de la raison d'être, à 20, ça prend un certain temps, à 16 000, ça en prend un autre. Et l'idée, c'est vraiment de faire participer tout le monde dans cette logique de gouvernance partagée. En clair, une société comme la CAP, vous êtes le mauvais exemple. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà très engagé. Donc, ce n'est pas comme si vous partiez de rien. Mais il est rare que les sociétés qui partent de rien se disent du jour au lendemain, je vais partir sur la dynamique de la société à mission. Donc,
logiquement, une société qui se dit « Allez, je me lance, là aujourd'hui, on est mi-octobre dans cette dynamique. Pour moi, dans les semestres qui arrivent, vous aurez défini votre raison d'être, très clairement. Et une fois que vous avez la raison d'être, eh bien, il est assez aisé. C'est comme quand on écrit un bouquin. Le plus dur, c'est d'écrire le sommaire. Une fois que vous avez le sommaire, le déroulé est facile. Ouais. Donc, à mon avis, une société comme la vôtre, en juin, a modifié ses statuts, défini sa raison d'être et fixé ses objectifs. Ça, c'est la première étape, à mon sens, tout à fait atteignable en ce qui vous concerne. Si c'était une structure de taille plus importante, je vous dirais, il faudra l'année 2022 pour être sûr qu'on ait bien sollicité tous les services. Si vous êtes dans CHU, pardon, mais si vous ne faites pas participer les cuisiniers, les ASH et les pancardiers, qu'il n'y a que la direction qui se réunit, on va être à côté de la plaque. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en branle un système collectif et de partage de tout ça. Donc, c'est un peu plus long. Mais entre 6 mois et 1 an, on y arrive. Voilà. Et après, avec des points intermédiaires. Bien sûr, il y a différentes étapes. PCDA, ouais. Bien, il y a plusieurs étapes, bien évidemment. Et l'étape la plus simple pour moi, c'est l'étape sur laquelle je suis passé rapidement, mais c'est l'étape de modification statutaire. Ça, c'est le conseil juridique. Parce qu'il y avait une deuxième question que vous m'avez posée, c'est quelles sont les ressources? Qu'est-ce que ça coûte en clair? Demain, je me lance là-dedans, qu'est-ce que ça va me coûter? Ben, ça va vous coûter du temps dans un premier temps, parce que réunir des collaborateurs, ça coûte. Bien évidemment, même si ça ne se voit pas, ça coûte. Mais je vais vous parler d'un truc plus important, parce que j'aurais bien aimé qu'on me pose la question, donc elle n'arrive pas, je vous la donne. Est-ce que c'est un levier, en fait? Oui, c'est un levier extraordinaire. Je vais vous donner quelques exemples. Un, c'est un levier social formidable. Moi, je vois les retours que j'ai des collaborateurs dans les boîtes qui travaillent sur la définition de la raison d'être. Il y a un retour incroyable. Il est évident que les collaborateurs sont associés. Ben, moi, quand au départ, et moi-même, hein, j'ai pris des leçons, c'est-à-dire qu'au départ, j'aurais dit, moi, la raison d'être, c'est agir pour la santé des générations futures. Ben non, Olivier, c'est pas ça. Parce que dans la génération future, tu oublies juste les générations d'aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Donc, du coup, en fait, tout le monde évolue dans cette dynamique et on est très fiers d'avoir co-construit ça. Au bout d'un moment, c'est notre bébé. Ce n'est pas juste le bébé du patron, c'est un bébé collectif. Donc, il y a un levier très fort en termes sociaux et puis en termes d'image de marque. Là, il est clair qu'en termes d'image de marque, à l'échelle d'un territoire, quand vous prenez un établissement de santé, un groupe d'établissements de santé qui a une raison d'être, qui affiche ses indicateurs, parce que tout ça est transparent par rapport à d'autres qui sont dans l'opacité totale, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo en termes d'image de marque, premièrement au niveau de la patientèle. Pareil au niveau des fournisseurs, parce que c'est aussi important d'avoir des parfaites relations avec ses fournisseurs, mais surtout en termes de recrutement. Moi, je vois aujourd'hui qu'on a quand même des problèmes de recrutement partout. Et bien, entre une société qui a des valeurs, qui les affiche, qui les partage, et une société qui n'est pas là-dedans, qui est dans, je fais une caricature, qui est dans le greenwashing ou uniquement dans des préoccupations de pognon, ces gens ne pourront plus recruter demain. Donc, il n'y a pas le choix, en fait. Soit on va subir le fait de se transformer, soit on en est des acteurs. Et moi, j'ai tendance à vous dire, soyez les acteurs de cela, parce que c'est véritablement passionnant. Oui, c'est un levier. En termes de coûts, un peu de temps, mais de toute façon, des réunions d'équipe, vous en avez. Ça règle des quantités de problèmes. La modification statutaire, on a tous un avocat ou un conseil juridique qui va vous prendre une demi-journée de travail, c'est tout. Après, vous pouvez vous faire accompagner ou pas par une boîte comme nous ou pas, mais peu importe, vous pouvez le faire tout seul aussi. Nous, on l'a fait tout seul, d'autres nous demandent de l'aide. Ça peut aller plus vite si on est accompagné, mais en termes de coûts, c'est quelque chose qui est, à mon sens, très rentable dans les années à venir. Et en plus, si on parle rentabilité et efficience, derrière, on va prendre des parts de marché. Il faut parler aussi dans ces termes. Moi, je vois des établissements aujourd'hui, notamment des maternités et pas que, elles prennent des parts de marché par rapport à d'autres, parce que quand vous annoncez tout cela, quand vous l'affichez, eh bien, vous attirez à vous des compétences et les clients de demain. Et c'est pareil pour les fournisseurs. Là, je vois qu'il y a beaucoup de fournisseurs. J'en connais certains d'entre vous que je ne vais pas citer. Je sais que certains d'entre vous, vous réfléchissez à ce statut. Arrêtez. Arrêtez de réfléchir. Allez-y, parce que demain, ça sera très structurant. La réunion qu'on a faite ce matin au ministère, là, ça a été annoncé par la collaboratrice d'Olivia Grégoire, secrétaire d'État. Ça a été annoncé par le Conseil national des achats. Ça a été annoncé par le médiateur des entreprises. Les sociétés à mission et les sociétés engagées sur de la RSE sont celles qui vont prendre les marchés de demain. On le voit sur les appels d'offres, on le voit dans le plan national des achats durables, on le voit dans la loi climat et résilience qui est sortie cet été. Ça sort de partout, ces sujets-là deviennent des indicateurs. Certainement les lignes de financement aussi. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est limpide pour tout le monde ou pas? Est-ce que vous avez des interrogations, des affirmations? Est-ce que certains d'entre vous sont en train de réfléchir à ce statut? Alors, écoutez, moi, j'ai une petite question.
Oui. J'ai pris un petit peu en cours. Est-ce que c'est On ne vous entend plus. Est-ce que accessible à l'association? Est-ce que cette dynamique est accessible à une association? Alors, le texte, oui, très clairement oui, mais on va parler à deux niveaux. C'est-à-dire juridiquement, dans la loi Pacte s'adresse à des entreprises. Mais à mon sens, je ne comprends pas depuis le début pourquoi ça, hein, parce que si vous voulez, dans le monde associatif, à partir du moment qu'on est sur du non lucratif, on a l'impression qu'en étant affiché non lucratif, on a l'impression qu'on est vertueux. C'est une erreur, comme de dire qu'un établissement lucratif n'est pas vertueux. Pour moi, la dynamique de la société à mission peut s'appliquer de la même manière à une association. J'étais hier en intervention à l'URIOPS, à Perpignan, à l'URIOPS d'Occitanie, où toutes ces associations réunies sont en train de dire mais nous allons devoir redéfinir notre raison d'être pour pouvoir justement avoir des objectifs extrêmement précis et nous aussi être vérifiés et validés sur ces objectifs précis. Donc, cette même dynamique s'applique à vous. Après, je pense que vous pouvez tout à fait imaginer en tant qu'association solliciter un organisme de tiers indépendant qui va venir vérifier si vous suivez bien le principe de la société à mission. Et ça rapprochera ces univers en plus, hein. Parce que moi, je trouve que cette dichotomie, je ne l'ai jamais comprise. Je vous dis, quand j'ai eu ma première direction de clinique, j'avais 25 ans. Quand on m'a accueilli dans certaines réunions en me disant « voici le patron du lucratif », c'était une honte. Pour moi, c'était une insulte. Je ne vois pas pourquoi on fait la dichotomie entre ce monde de l'associatif, ce monde de l'entreprise, dès lors qu'on a une raison d'être et qu'on comprend que les moyens sont nécessaires pour la mise en œuvre de cette raison d'être. Je suis bien d'accord avec vous. Merci beaucoup pour votre réponse. Okay. Avez-vous des interrogations, des affirmations, des doutes? C'est l'hypoglycémie qui vous guette, c'est ça? Non, on m'a juste envie d'y aller. on a enregistré, peut-être vous préciser que ce sera visible. Oui, donc on a enregistré, donc ce sera visible et mis en ligne sur le site de la CAP. Si je vous fais deux mots de conclusion, vous l'avez compris, c'est un sujet que je trouve assez passionnant, qui est très structurant pour l'entreprise. Si on résume, 1, on définit une raison d'être. 2, on définit des objectifs et des indicateurs. 3, un comité à mission interne. Et 4, un organisme tiers indépendant qui vient vérifier tous les 3 ans si ce qu'on s'est donné comme objectif a bien été atteint. Et ça permettra demain de participer à une communauté des sociétés à mission dans le pays et peut-être d'animer des territoires à mission à l'échelle plus locale. Donc, n'hésitez pas à vous rentrer dans ces dynamiques. Si vous avez envie d'y rentrer, la CAP peut vous y aider et la CAP elle-même est engagée dans ces réflexions. Je pense donc que nous aurons l'occasion de reparler de tout cela dans les mois qui viennent. En tout cas, merci d'avoir participé à cette réunion et peut-être est-il temps de vous dire bon appétit. Merci beaucoup.